je suis avec Yvan West Laurence pour Burnout. Merci d'être là. Du coup, pouvez-vous nous décrire un peu votre parcours ? Alors moi je suis connu dans le domaine surtout comme étant le fondateur et l'ancien rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelle Animeland, que j'ai fondé avec des amis en avril 91, donc ça fait déjà 27 ans. Et donc où je défendais ardemment à l'époque quelque chose qui était assez peu connu, qui était le manga, et un autre truc qui était relativement connu déjà mais assez peu développé, qui était l'animation japonaise. Mais il se trouve que moi je touche à tout, aux produits dérivés de ces domaines-là, mais aussi tout ce qui est science-fiction, fantastique, heroic fantasy. Donc voilà, mes centres d'intérêt sont très très variés et je suis ça depuis très 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 longtemps. Donc voilà, j'ai des connaissances quand même très très vastes sur tous ces sujets-là. Et j'aime à partager mes connaissances et surtout mes expériences. Mais du coup, quel a été l'élément déclencheur vraiment pour la création d'Animeland ? Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à le faire ? Un gros coup de gueule. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, en fait, au départ, j'avais composé un dossier avec des amis pour publier dans un fanzine. Un fanzine qui devait sortir dans une association qui s'appelait Les Pieds dans le PAF. Alors pour ceux qui ne le savent pas, PAF, c'est pour Paysage Audiovisuel Français. Et j'avais accepté avec plaisir parce que c'était des gens sympathiques. Sauf que ce que j'avais pas compris, c'est que le journaliste qui était devenu donc le rédacteur en chef de ce futur fanzine, lui, il était beaucoup moins. Et quand j'ai voulu lui présenter l'équipe que j'avais réunie autour de moi pour faire un dossier qui était correctement renseigné et de qualité, il l'a mal pris. Il nous a traité de tous les noms, pas mal de noms d'oiseaux. Il nous a dit mais regardez-vous bande de crétins, à votre âge en plus regardez des dessins animés et tout ça, mais vous êtes des malades, et il est parti en claquant la porte. Alors moi j'étais comme de rond de flanc, je savais pas trop quoi faire, et puis finalement les copains et moi, et même d'autres personnes que les copains avaient amenées, c'était peut-être aussi leur erreur, ils avaient amené d'autres personnes que je connaissais pas. Et ben en fait dans la demi-heure qui suivait, on fondait ce magazine, ce fanzine en fait au départ, qui allait s'appeler Animeland, et en fait on s'est servi du travail sur le dossier qu'on voulait publier chez Les Pieds dans le PAF pour faire l'Animeland numéro 1. Et donc en 2 semaines, c'était fait. Et ce qui est marrant, c'est que Les Pieds dans le PAF, loin de nous désavouer, nous a soutenus pour les premiers numéros, m'a donné accès à leur local, m'a donné accès à leur matériel informatique. À l'époque, c'était qu'un vulgaire Atari, mais quand même. Pour taper les textes, faire la mise en page, etc. Je rappelle qu'on est en 1991. Et donc voilà, Animeland est né d'un coup de colère, et assez rapidement. Et on a évolué petit à petit. On n'a jamais eu aucune prétention, au départ du moins, à être professionnel. C'est quelques années plus tard que j'ai perdu mon emploi, que j'avais un fanzine qui fonctionnait bien, qui était déjà publié à 10 000 exemplaires. Et je me suis dit, il est temps de passer le cap. Et c'était aussi un coup de colère parce que beaucoup de boutiques chez qui je distribuais le fanzine ne me payaient pas, mais ça c'est une autre histoire. D'autres le faisaient, donc bravo aux boutiques que le faisaient. Mais d'un autre côté, il était temps de passer le pas, d'aller vers les kiosques, et surtout de toucher un public toujours plus grand qui s'intéressait au sujet. Donc on a fait le pari de se lancer vers le grand public de manière professionnelle, et il se trouve qu'on n'a pas été tout seul, puisque des personnes qui ont partagé l'aventure d'Animeland se sont lancées entre-temps aussi comme éditeurs de vidéos, et ça a été la naissance de Kazé par exemple. Cédric Littardi a eu une part très importante dans l'évolution d'Animeland, et donc il est le créateur et le fondateur de Kazé. Enfin, il n'était pas tout seul, il y a aussi Grégoire Parcollet et Madame Futaba Ueki de Ucor qui a représenté les intérêts de Tokuma. Et pour ceux qui ne le savent pas, Tokuma c'est quand même la boîte productrice du studio Ghibli. Donc ça veut dire que de toute façon on avait déjà les contacts professionnels qu'il fallait pour faire les choses correctement, j'allais dire dans les règles de l'art, ce que beaucoup de personnes même maintenant n'arrivent pas à comprendre d'ailleurs. Il faut respecter les images, les droits d'auteur, les copyrights et tout. Donc voilà, on était prêts. Donc il y a 27 ans on essaie un petit fanzine à 500 exemplaires.
Et 5 ans plus tard naissait un magazine à d'abord 14 000 exemplaires et ensuite rapidement 25 000, 35 000, 50 000 exemplaires. Voilà. Et du coup, quand Animaland a commencé, c'était aussi l'arrivée de toute cette culture japonaise qui arrive en France. Est-ce que ça a été vraiment compliqué du coup de s'imposer alors que, comme vous disiez au début, le manga et l'animation c'était mal vu? Est-ce que vous avez dû un peu vous battre contre ça au départ? Se battre, je dirais pas ça, mais simplement il était évident pour moi que le peu qu'on connaissait au départ, on pouvait déjà le partager. Et c'est passé tout simplement par le fait que moi j'avais pas mal d'années d'avance sur ce qui existait en français. Le peu qui existait en français à l'époque, c'était quoi? C'était Akira. Et moi j'avais déjà presque la fin d'Akira avec la publication américaine qui malheureusement était en pause pendant un moment parce que ceux qui publiaient Akira aux États-Unis, c'était une antenne de Marvel qui à l'époque allait très très mal déjà. Et qui avait fini par se débarrasser des antennes auxiliaires, on va dire. Et du coup, en fait, très rapidement, les Français ont rattrapé leur retard. En 93, par exemple, Glénat a lancé notamment Dragon Ball, acheté directement aux Américains, sans passer par les Américains. J'ai dit quoi? Non, aux Japonais, sans passer par les Américains. Parce qu'en fait, à partir de Akira et jusqu'en 93, ça passait par les Américains. C'était plus pratique pour les Français de passer par des gens qui d'abord parlaient entre guillemets la même langue et surtout avec qui il était plus facile de négocier. Avec les Japonais, ça ne se passe pas comme ça. Mais rapidement, il a fallu rattraper le retard et négocier des droits que les Américains ne connaissaient pas. Et à l'époque, en 93, les Américains ne connaissaient pas encore Dragon Ball. Donc, il y avait ça, il y avait le fait qu'on n'était pas les seuls en Europe à s'intéresser à tout ça. Il y avait nos amis et voisins espagnols, italiens, j'allais dire même anglais, même si leur culture autour de l'animation et du manga est assez limitée par rapport à nous, mais il y avait quand même quelque chose. Donc le peu qu'il y avait à faire découvrir, on pouvait le faire découvrir. Donc on pouvait faire découvrir des choses inédites qui venaient du Japon, on pouvait faire découvrir des choses inédites qui venaient des États-Unis. Et puis surtout, en France, c'était le plein boom, j'allais dire malheureusement, du Club Dorothée. Et pour moi, il était nécessaire avec les amis de remettre les choses au point par rapport au massacre qu'avaient subi les séries qui étaient passées sur le Club Dorothée, que ce soit City Hunter ou justement Dragon Ball, que ce soit Ken le Survivant, enfin toutes les séries de toute façon qui sont passées par la machine AB, à de rares exceptions près, ça a été l'horreur, les Chevaliers Zodiac, voilà. Donc rappelez qu'il y avait un gros problème de censure, rappelez qu'il y avait un gros problème d'adaptation avec un nivellement par le bas, voire un irrespect total du matériel d'origine. Problème qu'on ne voyait pas ou assez peu sur la 5 par exemple. Sur la 5 il y avait des censures, mais parfois elles venaient de nos amis italiens. Dans Nadia par exemple il y a eu des censures, dans Max et compagnie il y a eu des censures. Mais pas autant que sur TF1. Le problème avec TF1 par exemple, tout con, hein, c'est que quand les séries passaient le mercredi et qu'il y avait une pause pub, parfois apparemment chez AB ils oubliaient de mettre pause. Et il n'était pas rare d'avoir des épisodes qui au lieu de faire 25 minutes faisaient 15 ou 20 minutes. Surtout pour Ken. Voilà. Et du coup, certaines séries, par exemple, je pense aux Chevaliers du Zodiac, des fois on avait plus intérêt à attendre les rediffusions. C'était une période magnifique. Dans les années 80, ça aussi, les plus jeunes ne peuvent pas le savoir, mais avant les années 84-85, on n'avait pas forcément des rediffusions. Mais là, on avait des rediffusions. Les programmes repassaient à des horaires différents. Et bizarrement, quand il n'y avait pas l'espèce de merde qui était le programme du Club Dorothée avec leurs activités, leur façon de se moquer de leurs propres animateurs, etc. Non seulement ça passait mieux, mais surtout c'était moins coupé, moins maltraité. Le problème, c'est qu'après, il y a encore le problème des génériques français. Alors, je sais que certains arrivent maintenant à pardonner à Ariane les génériques de Dragon Ball et de Dragon Ball Z. Moi, c'est pas mon cas. Voilà. Bon, c'est un large sujet, mais je veux dire par là, il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à faire découvrir et des choses à faire découvrir qui n'avaient rien à voir avec ce qui passait en France, c'est pas ce qui manquait. Donc
On a très facilement atteint les 21 numéros en fanzine pour parler de tout ça, en regardant vers le passé et surtout en regardant vers l'avenir. Et du moment que le marché vidéo s'est lancé, là c'était la joie, quoi. 95, c'est manga vidéo, c'est Kazé, ces quantités d'éditeurs vidéo comme ça qui ont proposé des choses en version originale sous-titrée français. Lodos par exemple. C'est l'arrivée du Tombeau des Lucioles aussi, c'est l'arrivée de Porco Rosso, c'est l'arrivée des premiers films de Dragon Ball. AB n'a pas fait que de la merde. Voilà, il y a eu du Dragon Ball au cinéma, voilà, à 95. Donc vraiment on peut considérer qu'en 95 c'est vraiment le lancement de tout ça. Voilà, mais il aura fallu quand même attendre 4-5 ans pour ça. Et du coup, vous pensez que actuellement la culture japonaise et même la pop culture ou l'univers geek en général a besoin encore d'être défendu actuellement ? Plus que jamais, déjà parce qu'il y a une réécriture de l'histoire qui me débecte, notamment autour de la nostalgie, j'allais dire positive, autour du Club Dorothée. Alors je comprends très bien que c'est quelque chose qui importe énormément à la génération de trentenaires qui ont vécu tout ça quand ils étaient mômes. Mais comme j'ai plaisir à le rappeler, moi quand j'ai dû subir ça, je ne l'étais pas. Et le fait est que objectivement, l'enrobage de caca qu'il y avait dans cette émission n'a pas aidé à l'image de l'animation japonaise, qui continue à en pâtir. Et ça, c'est pas bien. Donc ça, franchement, je suis pas d'accord. Je préfère tomber sur des gens qui ont participé à l'émission et qui disent très objectivement, on était dépassé par le succès, on n'aimait pas toujours ce qu'on faisait. Voilà, entendre ça, ça me fait plaisir. Des gens qui restent objectifs comme le regretté Corbier. J'ai eu l'occasion d'en parler un tout petit peu avec lui, je voulais pas trop l'embêter, mais il le disait à qui voulait l'entendre. Voilà, des fois il avait honte de ce qu'il faisait, quoi. Hein, mais il est nécessaire de défendre l'animation japonaise dans le sens où il y a encore beaucoup de choses à découvrir, et je vais dire même du côté du passé, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont des classiques au Japon qu'on ne connaît pas. On commence tout juste enfin à avoir un tout petit peu de succès et de reconnaissance autour de Gundam, avec des séries récentes, mais la série originale est toujours pas connue, elle est toujours pas reconnue alors qu'elle va fêter ses 40 ans l'année prochaine. Il y a une série qu'on ne connaît toujours pas en France, c'est Yamato. C'est un peu la honte. C'est comme si quelqu'un vous disait « Ah, je connais pas Star Wars ». La honte. Voilà. Donc il y a plein de choses à découvrir, des gros classiques. Alors il y a certaines choses qui ont commencé à venir, notamment pour Yamato en manga. Mais on attend toujours la série récente de 2199 qui est passée au Japon il y a quelques années, qui est magnifique. Hein. Franchement, c'est un remake absolument magique. C'est-à-dire que je ne pense pas que Yamato aurait pu se faire connaître et apprécier avec la série des années 70. Ça, c'est clair, net et précis. Mais avec le remake, voilà. Faut imaginer Yamato des années 70, mais refait à la sauce Gainax. Donc forcément, ça donne envie. Les musiques respectées, les personnages principaux respectés, mais avec des personnages rajoutés. Enfin, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça existe en Blu-ray. Je ne sais plus si c'est uniquement sous-titré en anglais ou en français, mais en tout cas, c'est disponible si on est riche. Parce que ça, c'est aussi le problème au Japon. Malheureusement, les vidéos, les Blu-ray, les DVD là-bas coûtent extrêmement cher, parfois pour un seul épisode. Mais ça commence à se démocratiser. Et j'ai pu voir, par exemple, il n'y a pas très longtemps, on parlait de Gundam. Gundam Unicorn est disponible pour les versions OEV. Enfin, ils disent OEV, moi j'appelle ça des films, quand ça fait entre 1h et 1h30. Il y a Unicorn qui est disponible sur Netflix. C'est génial. Bon, c'était déjà disponible en série, je crois, sur Wakanim et sur Crunchyroll, mais version série. Donc voilà. Donc là, c'est le moment ou jamais de faire découvrir différemment quelque chose qu'on a. Comment dirais-je, on a beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses qui sont disponibles, mais il faut savoir les faire découvrir intelligemment. Voilà, je pense que la consommation à outrance, comme font certains, qui vont se taper 10-15 épisodes dans une journée d'une série et qui se prétendent ensuite super fans et super connaisseurs, non. Faut aussi savoir montrer ça dans le contexte, encore une fois. Voilà, je parlais tout à l'heure de Yamato. Si on ne connaît pas le contexte dans lequel c'est sorti,
on peut pas dire en quoi c'est intéressant, en quoi c'est important. Voilà. Donc encore une fois, il y a plein de choses à faire découvrir, plein de choses à montrer et remettre sur le devant de la scène même des réalisateurs qui malheureusement maintenant font l'actualité quand ils meurent. Je pense à l'hommage que j'ai fait il y a, je crois, 2 numéros dans Animeland pour Takahata, où on m'a laissé écrire 6 pages d'hommage à Isao Takahata parce que au début de ma carrière, je l'ai rencontré, on s'est vu plusieurs fois, il a une influence majeure sur ma façon de voir Animeland sur les débuts. Voilà, pour moi c'était important et ça a su toucher les gens et peut-être les convaincre de découvrir des films qu'ils n'avaient pas vus jusqu'à présent. Donc voilà, entre ce qui sort sur le net, ce qui sort en DVD, en Blu-ray, ce qui sort au cinéma. Maintenant, pratiquement tous les 6 mois, on a une sortie de films d'animation japonais au cinéma. Même pas forcément en doublé, quoi. Donc, encore une fois, tout ça est à faire découvrir. Merci, du coup je vais noter pour Yamato, parce que je savais pas qu'il y avait un remake. Et du coup, justement, vous avez parlé de tous les classiques qu'on a à redécouvrir, mais aussi, quel regard portez-vous sur l'évolution de l'industrie et de ce milieu artistique-là, de cette culture-là ? Alors le problème, c'est que l'industrie de l'animation japonaise, c'est une industrie, mais c'est une industrie artisanale. Je ne sais pas si ça a beaucoup de sens, mais artisanale dans le sens où ça reste des petites mains, ça reste des gens qui des fois apprennent sur le tas. Très souvent, les plus grands noms de l'animation japonaise sont des gens qui sortaient à peine de l'école, ne sont pas allés dans une école pour apprendre à dessiner, ne sont pas allés dans une école pour apprendre à animer. Et à quelques rares exceptions près, notamment je pense à Makoto Shinkai qui lui effectivement avait un club et ensuite a appris a priori dans une école pour faire ce qu'il fait maintenant, les autres ils ont tous appris sur le tas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'héritage, de passage de flambeau. Et ça c'est à la fois une qualité et un défaut. Une qualité dans le sens où beaucoup d'œuvres sont reconnaissables au premier coup d'œil. Personne ne peut copier Satoshi Kon par exemple, à un tel point que malheureusement, alors qu'il avait dit sur son lit de mort, je crois que c'était à Production UG ou Madhouse, je sais plus, ils ont dit voilà, il a dit voilà, le travail est fait, j'ai fait le et comptez, terminez le film s'il vous plaît. Et ils ne se sont pas senti le courage de le faire parce que un storyboard, un Econte n'est pas suffisant pour les Japonais. Il faut qu'il y ait un vrai réalisateur derrière qui ait l'idée du film, qui puisse diriger le truc derrière. Faire ça à titre posthume, c'est difficile. Je pense là à Metropolis par exemple, qui était d'ailleurs une adaptation animée que ne voulait pas Tezuka. Au final, le film est sympa, mais il manque quelque chose. Pour moi, il manque une âme. Et c'est ça. Voilà, c'est qu'il faut comprendre que les grands réalisateurs japonais, je pense surtout aux longs métrages, mais aussi les séries, qu'on aime ou n'aime pas des séries. Par exemple, moi, Evangelion me sort par les yeux. Mais le fait est qu'il y a eu un avant et après Evangelion, et surtout Hideaki Anno, il n'y en a pas deux comme lui. J'allais dire heureusement, mais il y a une patte, il y a quelque chose. Alors que lui-même a emprunté partout et qu'il n'y a rien d'original dans ce qu'il fait, il le fait bien. Et on le reconnaît immédiatement. Mamoru Oshii, c'est pareil. Si vous endormez devant un film d'animation, c'est que c'est du Mamoru Oshii. Moi j'adore ce qu'il fait, j'adore Pat Labor, j'adore Ghost in the Shell, mais voilà, il a une patte. Et le problème donc de l'évolution de ce marché de l'animation japonaise, c'est que du coup l'ordinateur, l'image de synthèse aurait pu éventuellement les aider, mais c'est mal tombé. Ils étaient habitués à faire sur cellulo, ils étaient habitués à faire d'une certaine manière, donc certains se sont habitués, mais ça a donné des grosses merdes comme Dragon Ball Super. Voilà. Ça a donné aussi de plus en plus de productions qui étaient sous-traitées à l'étranger parce que même les Coréens, les Chinois, les Vietnamiens savaient mieux faire que les Japonais du coup. Alors que d'habitude les Japonais passaient par la sous-traitance à l'étranger pour aller plus vite sur des petites scènes. Et finalement ils vont faire comme tout le monde, ils vont peut-être même passer par les Indiens. Et ce savoir-faire en fait il est très difficile à communiquer et à transmettre. Voilà, c'est le terme que je cherchais, transmettre. Et c'est pas mourant, c'est simplement en constante évolution. Ce que je trouve dommage, c'est que actuellement, même si ça évolue,
j'aime pas le style qui est donné par le studio qui a travaillé par exemple sur les Godzilla de Netflix ou encore sur Blam. On devrait dire Blame, mais j'ai rencontré l'auteur original et lui il dit Blam. Donc voilà. Tetsuo Nie, c'est ça? Tsutomu Nie. C'est Nie en tout cas, le mangaka. Voilà. Et donc voilà, c'est une évolution qui était nécessaire mais qui va prendre du temps. Et pour l'instant je l'aime pas. Mais pour l'animation japonaise au cinéma, ça passe. Voilà. Là j'ai hâte par exemple de voir le prochain Mamoru Hosoda. Mirai no Mirai, j'attends comme le Messie. De toute façon, tous ces films depuis la traversée du temps, moi j'adore. En plus c'est un gars qui est charmant et qui met du cœur à l'ouvrage et qui est qui n'est pas un monstre. Qui n'est pas un monstre sacré à la Miyazaki, à qui on passe tout alors qu'il est invivable. Donc voilà, il y a suffisamment de toute façon de choses qui sont faites au Japon pour qu'à un moment ou un autre on se dise c'est bon quoi. Voilà, je reprends, je m'y réintéresser et on va voir ce que ça donne. Mais voilà, de toute façon c'est en constante évolution. Et même les thèmes par exemple, faut pas se leurrer, les gens s'en rendent pas toujours compte, mais les sujets qui sont développés dans certaines séries à succès sont souvent liés à des succès cinématographiques du moment et souvent rapport à des blockbusters américains. Étrangement, dans les mangas et les animés, à un moment il y avait beaucoup de vampires. C'est bizarre, c'est tombé au moment du succès de Twilight. One Piece a vraiment décollé avec le succès de Pirates des Caraïbes. Et même si on remonte encore plus loin, il y a 20 ans, dans Power Rangers, enfin la première série de Power Rangers, pourquoi ils avaient mis des dinosaures pour les robots de la série Sentai du moment? C'est parce qu'il y avait eu en 93 le succès de Jurassic Park. Et pareil pour les zombies, enfin on peut, voilà. Donc il y a pas, si on prend du recul, on peut observer les choses comme ça de manière assez rigolote, de se voir qu'effectivement c'est une industrie qui sait où elle va, qui fait rien au hasard, mais ça reste artisanal, dans le sens où derrière ça reste des petites mains, que ce soit dans le manga ou l'animation. C'est assez rigolo, c'est-à-dire que d'un côté on a des machines immenses qui génèrent des milliards de yens avec des milliards et des milliards de publications. Et de l'autre côté, finalement, on a un tout petit auteur qui est dans son coin, qui travaille dans un 5 mètres carrés avec 4 autres personnes pour faire ses 20 planches de manga par semaine. Ça n'a pas changé. Voilà. Je parle beaucoup. C'est très bien. Mais c'est très bien. Du coup, on coupe. Merci beaucoup pour cette interview. De rien. C'était Yvan West-Laurence pour Burnout. Merci à vous. De rien. Si ça vous intéresse, très modestement, je joue les youtubeurs aussi depuis 2 ans. J'ai une chaîne sur YouTube qui s'appelle Chez Yvan West-Laurence, mais là je m'intéresse surtout, j'essaye de présenter des produits dérivés, des maquettes. Voilà, tous les jours je propose des sujets autour des produits dérivés, de la science-fiction et du fantastique.